Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de point lecture concernant ces 5 livres, 2, 4, 5, c'est ça. Je vais parler de ces 5. Au fur et à mesure, vous allez me voir défiler à chaque fois avec des tenues différentes, tout simplement parce que je ne lis pas tout d'un coup, mais au fur et à mesure, en lisant les livres, je vais vous les présenter. Donc, dans ce point lecture, vous allez entendre parler de Jess Kellerman, Les visages. Vous allez entendre parler de mon préféré, Pierre Bellemare, et qui a écrit avec Jacques-Antoine les dossiers d'Interpol, et pareil Pierre Bellemare, Jacques-Antoine, dossiers d'Interpol 2, je crois qu'il y a 2 tomes, 1 et 2, c'est ça c'est le 1 et ça c'est le 2, le 1 j'ai déjà entamé, le 2, bon bien évidemment j'ai pas encore fini le 1, donc non. Puis je voudrais parler également de Stephen King, ça va être une relecture parce que tout simplement je l'avais déjà lu et j'ai envie de le relire parce que je n'ai jamais lu la fin. Comme je vous en ai déjà parlé, c'est un livre qui s'appelle La petite fille qui aimait Tom Gordon. C'est un roman, mais roman assez glauque, que j'avais lu il y a quelques années de ça, quand j'ai encore travaillé chez Monoprix. Et en fait, j'avais tellement eu peur de ce livre, je le lisais non-stop. En fait, c'était vraiment un vrai page-turner. Donc, j'étais tellement emballée par la chose que je voulais savoir la fin. Et au final, j'avais tellement peur que j'ai ramené ce livre. Voilà, donc je ne l'ai pas lu jusqu'à la fin et là j'ai envie de le relire et lire la fin également pour savoir ce qu'il en est. Donc j'espère que ça va être aussi un page turner comme ça l'était il y a des années. Et enfin pour le dernier, ça va être Chrisman Taylor, Inconnu à cette adresse. Donc c'est un tout petit livre que j'avais trouvé dans une brocante ou à Dilicash, je sais même plus où je l'ai trouvé, il fait même pas 100 pages. C'est un livre qui va parler de la guerre, essentiellement, il me semble, d'une personne qui avait inconnu à cette adresse. Alors, attendez, si. Donc, ça parle des années 32-38, et écrit par une Américaine, saluée à l'époque aux États-Unis comme un chef-d'œuvre incisif, court et d'une mode saisissant. Ce livre capte l'histoire avec justesse. Donc, ça promet d'être très intéressant. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Jess Kellerman, Les visages. C'est un livre qui est publié chez Sonatine, qui fait 471 pages, qui est le meilleur thriller de l'année par le New York Times. Chacun ses avis. Donc ici, on a avis d'Arlan Coben qui dit « Si vous n'avez pas encore lu Jess Kellerman, ne perdez pas une seconde. Plus vite vous découvrirez son œuvre, mieux ce sera. On ne rencontre pas tous les jours un talent de cette ampleur. » Et puis on a Zach Bardian qui dit « Une écriture remarquable, une tension maximale, un roman obsédant, le meilleur thriller de l'année. » D'accord, chacun ses avis. Comme j'ai déjà dit, moi, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai pensé de ce thriller. Je l'ai trouvé assez particulier dans le sens où ça commençait pas du tout comme d'habitude. Comme on a l'habitude de voir les thrillers commencer. Peut-être aussi parce que c'est un nouvel écrivain que je découvrais. Peut-être aussi parce que c'est son premier livre. Peut-être aussi parce que ce n'est pas quelque chose en commun et que je n'ai pas l'habitude de lire ce style d'écriture. La lecture est assez fluide, j'ai envie de vous dire, mais l'écriture est assez particulière dans le sens, elle est assez grossière par endroits. Il y a quand même pas mal de gros mots, tout ce que je n'aime pas dans les livres. Après, on va dire que l'ambiance s'y prête, donc c'est pour ça que on a pas mal de grossièreté dedans. Ensuite, le livre nous promet des choses que je n'ai pas forcément retrouvées dans ce livre. Donc par exemple, si je vous lis résumé du bouquin. Lorsqu'Ethan Muller, propriétaire d'une galerie, met la main sur une série de dessins d'une qualité exceptionnelle, il sait qu'il va enfin pouvoir se faire un nom dans l'univers impitoyable des marchands d'art. Leur mystérieux auteur, Victor Crack, a disparu corps et âme après avoir vécu reclus à près de 40 ans à New York dans un appartement miteux. Dès que les dessins sont rendus publics, la critique est unanime. C'est le travail d'un génie. La mécanique se dérègle le jour où un flic à la retraite reconnaît sur certains portraits les visages d'enfants victimes des années plus tôt, d'un mystérieux tueur en série. Ethan se lance alors dans une enquête qui va bien vite virer à l'obsession. C'est le début d'une spirale infernale à l'intensité dramatique et au coup de théâtre final digne des plus grands thrillers. Bien loin des polars calibrés habituels, Jess Kellerman, styliste hors pair, nous offre ici un roman d'une indéniable qualité littéraire qui, doublée d'une intrigue machiavélique,
place d'emblée le livre au niveau des plus grandes réussites du genre, telles Mystic River de Denny Lehane ou L'analyste de John Katzenbach. Je n'ai pas du tout trouvé ce que j'ai lu dans ce résumé, ou alors je me suis inventé une histoire qui n'est pas du tout telle qu'il était raconté dans ce livre. Déjà, on parle d'une personne qui, de cet Ethan Müller, qui est un galériste, qui expose pas ses œuvres, mais les œuvres d'art de des peintres, de ces artistes qui viennent se présenter à lui. On parle de lui un peu comme si c'était quelqu'un qui prêtait pas vraiment attention à ce qu'il fait, mais qui aimait beaucoup ce qu'il faisait, au final. Il s'est raconté un peu comme si on était là, assis entre les amis, et on se parlait, en fait. C'est pas vraiment une écriture... pour moi, c'est plutôt comme une sorte de récit, en fait, si vous voulez. Donc... j'ai pas trop apprécié en fait ce style, c'est pas trop mon style, je n'aime pas trop. La grossièreté, je n'aime pas non plus. Et puis moi j'ai pensé qu'on allait ici découvrir une enquête en quelque sorte sur ce tueur en série, de connaître un petit peu ce que c'est et comment c'est, mais au final tout tourne autour du pot, autour de ces œuvres d'art qui sont assez particulières, qui sont faites à partir de victimes. Moi, je me suis imaginé complètement autre chose. J'ai l'impression que c'est de ma faute. Hein. Après, peut-être que c'est pas... Après, c'est peut-être mal aussi exprimé et expliqué dans le résumé. Mais ce n'est pas du tout ce que je me suis imaginé. En fait, on a ici une histoire de famille, de plusieurs familles, de 2-3 générations qui sont entremêlées. On a ici deux doubles temporalités. Donc, on va être au présent et on va être aussi au passé. On va être dans les années 30, les années 60. On les appelle les interludes à chaque fois. Comment on les appelle? Attendez. C'est ça, interlude 1931, donc je suppose que c'est l'année. Interlude 1962, des choses comme ça. Et on saute, en fait, on n'est pas du tout dans l'ordre ces années. Au départ, on est dans l'ordre, et après, ça saute du 60 au 30, etc. Et on est, en fait, dans une boucle, on tourne toujours autour de ces tableaux. On fait connaissance déjà de cet Ethan qui est galériste, qui va recevoir un coup d'appel de Tony. Tony, c'est l'ami de son père. On ne dit pas le nom de son père, on ne sait pas qui c'est, à la fin on va le connaître. Donc je vais pas vous spoiler tout, hein, mais bon, je pense que ça sous-entend déjà quelque chose. Et donc c'est avec Tony qu'il va toujours avoir l'affaire. C'est Tony qui était souvent présent dans sa vie, non pas son père, avec qui il est à un très mauvais terme, il s'entend pas. Et donc ce Tony, il va retrouver dans un appartement de l'immeuble que le père, dont le père est propriétaire et qui loue ses studios, ses appartements. Et Tony, donc, il va venir chercher les clés ou récupérer les clés de cet appartement, je ne sais pas, ou alors c'est parce que le locataire a disparu, j'en sais rien. Donc le locataire n'est plus du tout sur place, il va retrouver des tonnes je dis ça, mais beaucoup de dessins assez particuliers qui sont faits à partir justement des visages de ces victimes, qu'on le saura après. Je vous dévoile rien de nouveau puisque tout est dit déjà dans le résumé. Et donc tout ça, Ethan va récupérer ces dessins, il va les considérer comme des œuvres d'art, il va vraiment être impressionné par tout ce travail, il va voir que tous ces dessins sont signés et tous ces dessins sont numérotés, qu'il y a un ordre spécifique à tout cela. Ensuite, il va recevoir un appel d'un certain policier. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus quoi. Bon, c'est pas important. Qui s'appelle Lee, mais le nom, je ne me souviens pas. C'est un flic qui lui dévoile justement cette histoire des disparitions. C'est un flic qui est à la retraite et qui lui dévoile toutes ces histoires concernant les victimes qui sont présentées sur ces tableaux et qui les reconnaît, etc. Et donc il commence à chercher ce Victor Crack qu'ils ont découvert. Il s'appelait comme ça cet artiste. Et donc ils le cherchent et tout le livre ils vont le chercher. Vers toute la fin, vous allez découvrir en fait à nouveau, vous allez être comme si vous étiez entre les potes, parce que l'écrivain il vous dévoile tout ça comme voilà, bah tiens, ça s'est passé comme ça, moi je vais pas te cacher ça et ceci. Enfin, c'est parler vraiment, c'est en parler, c'est pas l'écrit pour moi.
Et donc après, il y aura donc encore un interlude final où on va encore revenir dans les temps passés. On va parler du père de ce Ethan, pourquoi et comment et pourquoi ils se parlent plus. On va souvent découvrir l'histoire familiale de ces personnes, de ce Crack, de ce Ethan, des vies de différentes personnes. Je vais pas tout raconter, sinon ça va être spoilant. Et puis on va aussi assister à une histoire amoureuse de ce Ethan avec Marilyn, et ainsi qui va tomber amoureux d'une autre personne. Donc ça va être un triangle amoureux qui va vite s'effondrer. Voilà. Pour vous donner un petit aperçu de l'écriture qui est faite ici, j'ai noté la page 27. Vous remarquerez que je n'ai même pas consulté mon carnet parce que cette fois-ci, je n'ai rien noté. Peut-être que c'est un peu bazar, mais j'espère que non quand même. Enfin bon, ça veut dire que ça c'est plutôt pas mal passé au niveau de ressenti. J'ai quand même pas mal retenu de choses. Donc ici, par exemple, si je prends 2-3 petits paragraphes, alors voilà, les mots me manquent pour vous décrire ce que je vis. J'essaie quand même, une ménagerie étourdissante de formes et de visages, des anges, des lapins, des poulets, des lutins, des papillons, des bêtes informes, des créatures mythologiques à 10 têtes, des machins extravagantes avec des bouts d'organes humains. Le tout tracé d'une main précise, minutieux et grouillant sur la feuille, vibrant de mouvements dansants, courants, jaillissant, dévorant, se dévorant mutuellement, perpétrant des tortures atroces et sanglantes, un carnaval de luxure et d'émotions, toute la sauvagerie et la beauté que la vie peut offrir, mais en exagéré, délirant, intense, puéril, pervers, avec un côté BD joyeux et hystérique. Et moi, je me sentis assailli, agressé, pris d'un furieux désir à la fois de détourner le regard et de plonger dans la page. Ça, il décrit les dessins qu'il a trouvé. Cependant, le plus grand soin du détail se concentrait non pas sur ces personnages, mais sur le décor qu'ils peuplaient. Une terre vivante aux dimensions variables, une géographie tantôt plate, tantôt formidablement déchiquetée et exubérante, traversée de routes sinueuses portant des noms de 20 lettres. Les montagnes étaient des fesses, des seins et des mentons. Les fleuves se transformaient en veines charriant un liquide violacé qui nourrissait des fleurs à tête de diable. Des arbres surgissaient d'un paillis de mots réels inventés et d'herbes en lame de rasoir. À certains endroits, le trait était léger, comme un murmure. Ailleurs, est si noir et épais que c'était un miracle que le crayon n'ait pas transpercé le papier. Le dessin semblait repousser les bords de la feuille et s'épanchait dans l'air trouble de la pièce. Électrisé, décontenancé, je l'examinais pendant 6 ou 7 minutes, ce qui est long pour une feuille A4. Et avant de pouvoir me censurer, je décidai que l'auteur et ce dessin étaient forcément fous. Parce que la composition avait un aspect psychotique, une sorte de fièvre hyperactive destinée à se réchauffer contre le froid glacial de la solitude. Voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce bouquin. Certes, c'est bien écrit dans le sens où on a un vocabulaire très élaboré, on pousse vraiment dans le glauque, dans un peu trop dégoûtant, mais ce vocabulaire se mélange avec un vocabulaire tout simplement du parler d'aujourd'hui, d'un peu de grossièreté, qui fait que ça me paraît un peu beaucoup. Ça, j'ai moins apprécié. Donc, ce n'est pas un livre que je recommanderais, moi. Mais pourquoi pas, après tout, moi je ne le relirai pas ou je ne le lirai pas si je le savais comment c'est exactement écrit, parce que honnêtement je m'attendais carrément à autre chose. Mais après tout, c'est un livre qui quand même qui demande quand même de l'attention, mais il faut savoir que l'écriture est assez particulière, il faut apprécier ce style de l'écriture. Ce n'est pas mon cas. Mais on va pas critiquer puisque on n'est pas là non plus pour critiquer le travail. Je critique tout simplement ce que j'ai ressenti vis-à-vis ce livre. Parce qu'après, moi-même, je ne pourrais peut-être jamais écrire un livre, donc voilà. Mais voilà, je donne mon avis tout simplement ce que j'ai pensé. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre. C'est peut-être un mauvais livre pour moi, tout simplement parce que ce n'est pas du tout dans mon style. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que on va parler d'autres bouquins les prochaines fois, lorsque je les lirai. Je ne vais
Bon, je pense que je ne vais pas tarder à revenir vers vous, hein, de toute façon, ça va aller vite parce que Pierre Bellemare, ce sont que des histoires courtes assez et que j'aime beaucoup lire. Puis Chris Taylor, là, Inconnu à cette adresse, malgré qu'il soit court, je pense que ça doit être assez intense comme livre, mais je pense que ça va se lire quand même bien. Et puis Stephen King, ça va aussi, je pense que ça se lira vite, et vu que moi je l'ai avalé il y a des années, donc je pense que ça va se terminer assez rapidement cette vidéo. Voilà, j'espère que ce résumé vous aura plu et je vous dis à très bientôt à une prochaine lecture. Ciao. Bon, alors je reviens vous voir. Finalement, je vous ai dit que je vous en parlerai un autre jour, mais là je viens de terminer ce livre ce jour-là, ce jour même. Donc je l'ai fait en ligne cette lecture directement pour vous présenter de quoi s'agissait-il. C'est un livre de Cressman Taylor, Inconnu à cette adresse. C'est une femme qui avait écrit ce livre et je pense que je vais le garder parce que c'est un petit coup de cœur et j'aimerais bien lire ces deux autres livres qui sont Jours sans retour et puis Ainsi mentent les hommes. Ce sont des récits pour la deuxième. Donc c'est un livre qui est écrit assez gros, qui fait même pas 100 pages, qui se lit assez facilement mais qui est assez douloureux. Surtout pour ceux qui aiment beaucoup l'histoire et qui peut-être pour ceux qui se sentent concernés. Surtout, moi, je suis pas concernée, heureusement, mais sachant qu'il y a des guerres un peu partout dans le monde, honnêtement, c'est épuisant. Et là, j'ai vraiment lu cette ambiance. En fait, c'était très difficile. En fait, ici, vous avez la correspondance. Tout est fait sous ce style de lettres. En fait, vous avez que des lettres. Des deux personnes qui s'écrivent. Donc ce sont deux galéristes, un qui s'appelle Martin et l'autre qui s'appelle Max Einstein et Martin Schulz, un truc comme ça je pense on dit, parce qu'il y a un qui est juif, l'autre qui est allemand. Tout se passe dans les années 30, donc 1932 je crois que ça commence et on a la fin de cette correspondance à 1934. Donc on va ici voir pas mal de choses assez douloureuses, rapidement exposées parce que bon je vais pas vous dire les détails parce que sinon le livre il est extrêmement court. Hein. Ça se lit vite, ça se lit facilement, mis à part si on met à côté les sentiments. Mais si on lit avec les sentiments, c'est assez difficile à lire certains passages. Après on voit bien l'amitié ici qui se rompt. Avec l'arrivée du nazisme. Voilà, donc c'est assez compliqué. Mais c'est un bon livre, je pense que je vais le garder, il est vraiment tout petit. Hein, et je pense que j'aimerais bien en apprendre davantage sur cette autrice. Qu'est-ce qu'elle écrit d'autre? On verra bien si je vais apprécier les autres bouquins d'elle. Donc bon, sûrement il y en a un déjà qui parle de la guerre, on a déjà vu ça celui-là c'était pareil. Et puis les récits, je ne sais pas de quoi ça va parler, il faut que je lise un petit peu les résumés de quoi ça parle pour voir si j'ai envie de les acheter ou pas. Mais en tout cas, je vous recommande, honnêtement, je pense que c'est un petit aperçu, un condensé de ce qui aurait pu vivre les gens pendant ces temps très difficiles. Voilà. Voilà, donc j'espère que les autres seront pas aussi tristes. Non, ce sera des thrillers, ce sera très gai, hein, mais je veux dire que ça c'est plutôt tiré d'une histoire vraie, mais bon, il y a quand même pas tout ce qui est vrai dedans, mais c'est tiré d'une histoire vraie, alors que bon, les thrillers, quoique Bellemare, c'est aussi tiré d'une histoire vraie. Enfin bon, écoutez, on va voir, hein, j'espère que cette vidéo ne sera pas très glauque, hein, puisque là, on ne lit que des thrillers, des choses sur l'histoire assez compliquées et douloureuses. Enfin bon. C'est comme ça, hein, c'est le point de lecture qui veut ça. Voilà, je vous dis à la prochaine lecture, ciao. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Stephen King, donc La petite fille qui aimait Tom Gordon. C'est un roman aux éditions Alban Michel que j'ai acheté chez Easy Cash à presque 7 €, quand même assez cher. C'est un roman que j'avais lu il y a très longtemps, il y a peut-être facilement 8 ans. Et que je n'ai jamais terminé parce que j'avais toujours eu peur de ce que j'étais en train de lire. Je vous dis honnêtement, là je viens de le relire 8 ans après. Ça me fait ni chaud ni froid, j'ai pas peur. Honnêtement, ça devient un peu long pour moi de le lire, alors que j'ai adoré la première fois, la deuxième fois ça passe moins bien.
Peut-être parce que je voulais retrouver la même sensation que j'ai eue, de cette sensation de peur, cette sensation de lecture rapide que j'ai pu avoir avec ce livre. Je l'ai lu littéralement en une soirée, quasiment jusqu'à la fin, mais bon, j'ai pas pu, comme je vous ai déjà évoqué précédemment, j'avais eu tellement peur que je l'ai rendu. Et là, à part beaucoup de descriptions, je suis pas très emballée, quoi. Donc bon, après, il a quand même un don de vous emballer dans la lecture, ça c'est sûr, c'est clair et net, mais on attend toujours quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai que vous êtes toujours avec cette petite tension de bah alors, mais qu'est-ce qui va se passer, avec une petite appréhension de fin. Je peur d'être un petit peu déçue, je n'ai pas terminé encore, il me reste à peine 30 pages, mais bon, je me dis, je vais en parler, de toute façon, je vous dirai pas la fin, parce que sinon, vous allez pas le lire. Mais c'est un livre qui n'est pas très très connu, j'ai l'impression. Je n'ai pas vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, mais et le peu de gens que j'ai vu passer avec ce bouquin, bah, tout le monde dit que du bien de ce livre. En effet, il n'est pas mauvais. Ici, on va rencontrer la petite fille Trisha, donc Patricia, on va faire connaissance donc avec sa mère Kia, qui divorçait de son père, je crois. Là, j'ai pas trop bien, mais il me semble qu'ils sont divorcés parce que lui, il est addict à l'alcool. Et il y a son grand frère qui s'appelle Pete. La petite Trisha, elle a 9 ans et son frère, je sais plus s'il a une quinzaine d'années. Je me rappelle pas parce qu'on va pas beaucoup parler ni de Pete ni de Kia, ni de son père, mais surtout dans ses souvenirs à elle. Ce qui va se passer, c'est que la mère va amener ses 2 enfants dans la forêt, faire une balade, donc ils vont se balader, etc. Mais vu que c'est son grand frère qui est un adolescent et qui va discuter beaucoup avec la mère, et Trisha, elle va être derrière avec son Walkman, avec sa petite casquette, avec son sac à dos, et elle va les suivre un petit peu, aller derrière eux, alors qu'ils sont en train de discuter et de se disputer également. Ils prêtent pas du tout attention à Trisha, qui demande de s'arrêter un petit peu pour boire à la fontaine, qui veulent pas le faire. Bon, elle boit, elle s'en va. Et puis, elle dit qu'elle a envie de faire une pause pipi, on s'arrête pas non plus, parce qu'on l'entend pas. Donc, elle se met un petit peu à l'abri pour qu'on la voit pas. Bien évidemment, elle fait ses besoins. Et puis, elle ne retrouve plus le chemin, elle ne retrouve plus ni la mère, ni le frère, ni la voiture, ni rien du tout. Elle se perd dans cette forêt. Et donc, elle va rôder dans cette forêt, et la seule chose qui va l'aider, c'est son Walkman, où elle va écouter la radio avec les matchs de baseball, baseball ou basketball? Baseball de Tom Gordon. Elle va suivre à la trace parce qu'en fait elle est addicte, elle adore le sport, surtout avec son Tom Gordon, et elle va s'imaginer partout ce Tom Gordon. Elle va lui parler, elle va attendre les réponses de sa part, le temps qu'elle rôde dans cette forêt en attendant qu'on la sauve, qu'on la retrouve. Et on va en fait suivre à la trace cette petite fille. On va voir comment elle est, malgré son âge, comment elle est mûre, comment elle connaît pas mal de choses concernant la forêt grâce notamment à sa mère, à son père, à l'éducation, à l'école également, le peu de choses qu'elle connaît pour son petit âge, beaucoup de choses je pense même qu'elle connaît pour son petit âge, l'aide beaucoup dans cette forêt, dans cette comment vous dire, cette solitude qu'elle vit subit toute seule, parce qu'elle va devoir se trouver à manger, elle va devoir se mettre à l'abri pour dormir, elle va devoir se nourrir, se loger, chercher toujours son chemin de retour. Et voilà, il y aura pas mal de choses qui vont l'accompagner, notamment quelques hallucinations, la peur, la fatigue, la faim et la solitude, mais qui va quelque part être sauvée grâce à ce Tom Gordon qu'elle va écouter de temps en autre à la radio, et elle va économiser les piles. Il y a un petit peu d'humour qui est assez drôle, puisqu'elle dit une fois que je serai sortie de cette forêt ou que l'on me sauvera, je pourrai écrire à ce petit lapin Energizer pour le remercier de la durée de ses piles, etc. Enfin, elle va grandir au fur et à mesure pendant ces quelques jours qu'elle va être perdue dans cette forêt, puisque elle va apprendre à gérer justement sa solitude, ses nerfs, sa faim,
Elle va pouvoir aussi, elle va devoir apprendre à gérer un petit peu ses envies, notamment à écouter constamment Walkman alors qu'elle ne peut pas le faire puisque elle économise les piles tant qu'elle peut avoir son Tom Gordon. Donc elle économise autant qu'elle peut les piles pour avoir ce lien avec le monde extérieur qu'elle n'a pas étant seule dans la forêt. Voilà, dans l'ensemble, le livre, il est bien fait, il est bien écrit, mais comme vous savez, moi je déteste beaucoup trop de descriptions, il y en a énormément. Ce qu'on comprend, puisqu'on a un seul personnage principal, c'est cette fameuse fille, donc Trisha. Bon, on a aussi Tom Gordon, mais sachant que ce n'est pas vraiment un personnage, c'est plutôt... elle s'invente ces discussions avec Tom Gordon. Il existe, mais il n'existe pas physiquement dans le livre, il est à la radio. On a notamment sa mère, son père, qu'elle se rappelle souvent comment elle passait, comment elle vivait avec eux. Elle se souviennent souvent de son frère. Et on a des petits morceaux de la famille dont on parle, donc de la mère, de frères, comment ils vivent cette disparition de la petite, comment ils s'enquêtent, quels sont leurs ressentiments, quel est leur ressenti, est-ce qu'ils vont la retrouver ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire, combien de temps attendre, etc. Et notamment les souvenirs de Trisha envers son père, qu'elle aime beaucoup, mais ce qu'elle déteste, c'est son addiction à l'alcool, ou tout simplement son alcoolisme. Voilà. Donc sur ce, je pense que je vais vous abandonner là. J'espère que je vous ai quand même donné envie de lire ce livre. Peut-être que, en même temps, je pense que Stephen King, c'est quelqu'un d'assez grand. Il n'est pas pour rien. Il s'appelle King. Hein. Pour moi, c'est vraiment un king de littérature. Ça, c'est sûr, fantastique. Il est top. Mais bon, après, peut-être que je m'attendais à plus lorsque j'avais ressenti la première fois cette angoisse permanente qui me boostait justement à lire plus vite et connaître la fin. Mais je vous avoue, franchement, je relis la deuxième fois, peut-être que j'avais une imagination très débordante. Il y a 8 ans, j'en sais rien, j'avais 32 ans, c'était pas pareil. Aujourd'hui, à 40 ans, je vous dis honnêtement, il y a des choses, il y a des passages où je lis, j'ai pas l'impression de les avoir lus en fait. Donc peut-être que je me suis inventé pas mal de choses moi-même, peut-être que je me suis angoissée toute seule, ou peut-être que j'étais un petit peu plus émotive il y a 8 ans, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être les antidépresseurs qui font cet effet que ça me fait ni chaud ni froid, j'en sais rien. Bref, voilà, concernant cette lecture, et donc je termine ces 30 dernières pages et je vais passer au Pierre Bellemare, terminer mes 2 bouquins Interpol que j'ai envie de lire. En fait, ce que j'ai envie, c'est... Je ne fais pas la course à la lecture, mais ce que j'ai envie, c'est de terminer les livres de ce gros format broché qui me prennent énormément de place dans ma bibliothèque et que je ne pense pas garder parce que je n'aime pas le format. En fait, ça m'énerve tellement que je ne veux pas les garder, même si je les aime. Donc je vais je vais m'en séparer. Sauf il y a quelques formats brochés que j'adore, notamment la carte postale de Anne Berest. J'aime beaucoup le format broché plutôt que le format poche. Donc je l'ai emballé, je le garde tel qu'il est. Et puis il y a 2 formats reliés que j'ai de la France miniature de Belinda Alexandra que j'aime aussi. Un de ces bouquins, le deuxième j'ai pas encore lu, mais pour l'instant je les garde tels qu'ils sont parce que je les ai pas trouvés sous un autre format et que des reliés et que des occasions. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à tout de suite. Enfin, pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ça va être dans quelques jours, voire semaines, pour terminer les 2 livres Interpol de Pierre Bellemare et pour vous en parler. Voilà. À plus. Recoucou, je vous retrouve pour vous parler de ces 2 bouquins de Pierre Bellemare. Interpol, dossier Interpol, les dossiers d'Interpol, donc tome 1 et tome 2. Je n'ai pas fini, j'en ai fini aucun des bouquins pour l'instant, mais je suis déjà quand même pas mal avancé sur celui-ci, le tout premier, et je peux déjà vous dire ce que j'en pense. Je pense que ça va être à peu près dans la même veine. Je suis absolument pas fan. Je pense que y a des livres qui sont meilleurs que cela. Peut-être que c'est ce duo Pierre Bellemare et Jacques-Antoine qui n'est pas tout à fait dans mon style, parce que moi j'aime beaucoup Antoine Lamia, je crois, qui écrivait avec lui.
je sais qu'il s'appelle Namia, mais son prénom, je me rappelle pas si c'était Antoine. Je me rappelle pas, mais voilà. Lui, franchement, avec lui, le duo, ça fonctionnait de feu de Dieu. Celui-ci, je suis moins emballée parce qu'en fait, déjà, les affaires qui concernent l'Interpol, moi, j'avais pris ça, c'était des livres qu'on m'a donnés. Mon chéri, il est parti les chercher, quelqu'un qui les donnait comme ça sur le bon coin, il les a récupérés pour moi. Je les mettrai sûrement dans la boîte aux livres parce que je vais pas les garder. Déjà, j'aime pas les gros formats comme ça, et puis je pense que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc en fait, ce qui se passe, ce sont des histoires. Ça peut être des tueurs, des arnaqueurs, comme toujours, des tueurs en série. Et là, en fait, la première histoire, c'est celle qui m'a plus touchée. Je pensais que tout allait continuer dans le même style. C'était le fait, je vous raconte juste une seule parce qu'il y en a plein ici. Donc la toute première histoire, c'était on aperçoit en fait, on a une image d'un homme et d'une femme qui vont sur la nationale 10 qui avance. La femme elle est devant, l'homme il est derrière. Mais on peut pas savoir s'ils se connaissent, ils se connaissent pas. Moi je pensais qu'ils se connaissaient pas, mais au final ils se connaissaient. On le saura après. Et donc ils vont marcher. L'homme elle est beaucoup plus âgé que la femme. Je crois qu'ils ont une vingtaine ou quinzaine d'années d'écart. Donc il marche, je l'ai décrit, une brune, je sais plus, avec une robe verte, avec ses jolies jambes, etc. Son beau cou long, et donc il regarde ce cou et il a envie de l'étrangler. Ça commence bien. Je me dis ok, super, le mec, il vaut mieux quand même laisser passer les hommes devant et marcher derrière eux, hein. Mais au final ils se connaissent, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il avance et il commence à la tuer. Quand même, il y a des voitures qui passent. Eux, ils sortaient de la forêt. Et elle se retourne en fait lorsqu'il commence à l'étrangler. Elle se retourne et elle a les yeux qui sortent des orbites. Elle comprend pas ce qui se passe et donc du coup, il l'achève avec une pierre et la tue, quoi. Une pierre à la tête, il la tue, il lui fracasse la tête en fait, et puis là, il commence à dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon grand, fallait réfléchir avant ce que tu viens de faire là. Donc il essaie de cacher le corps, il va à sa voiture, il va chercher une malle. Comment ça se fait qu'il avait une malle dans sa voiture? Enfin bon, j'en sais rien. Donc il va chercher une malle, il revient avec une malle, il prend le corps ou il traîne le corps jusqu'à la voiture, il met dans une malle, enfin un truc comme ça. Et puis il se rend compte qu'il a oublié qu'elle avait le sac à main. Donc il faut aller le chercher, il était tout petit, il dit heureusement personne va le voir, enfin j'espère personne ne le verra puisqu'il est tout petit. Donc il avance vers le lieu de crime. Et avant d'y aller, donc il voit, en sortant de la voiture, déjà il voit pas mal d'autres voitures qui arrivent, c'est la forêt, il me semble que c'était le dimanche, ou enfin un férié, quelque chose comme ça. Donc il y a des familles qui débarquent avec leurs enfants, c'est animé, ils vont visiter, etc. Ils vont se balader, quoi. Et donc là, il commence à paniquer, à se dire que oh là là, s'il trouve le sac avant moi, il faut que je me dépêche. Donc il court et tout, il trouve le sac, il se dit heureusement il est tout petit, personne ne l'a vu, donc il récupère le sac, il le cache sous son manteau, enfin sous sa veste. Il rentre vers la voiture, il revient, il ouvre la voiture pour ranger le sac dedans, et en fait, le corps a disparu. Et là tu te dis qu'est-ce qui se passe? Et donc en même temps, on suit l'affaire d'un inspecteur ou d'un douanier, je ne sais plus, qui va arrêter quelqu'un à la frontière espagnole. Eux, ils étaient à Bordeaux, je crois, ils étaient partis à Bordeaux, ou quelque part là où on n'est pas très loin d'Espagne, je ne sais plus quelle ville. Et donc, ce douanier, il va arrêter, donc, c'était dans les années 70, ou je sais plus quelle année, mais apparemment, il y avait encore la douane. Donc, ils arrêtent la voiture, je sais pas, comme ça, par hasard, ou avec un homme qui s'appelle Tan, je sais plus son nom. Et donc, il leur explique que, on fait tout simplement un contrôle. Il dit, écoutez, moi j'ai rien, qu'est-ce que vous voulez, etc. Donc, je rentre tout simplement en France. Donc il lui demande d'ouvrir la voiture. Bon, il y va, j'ai pas envie, vous me saoulez et tout. Donc il va ouvrir la voiture, il ouvre le coffre. Et dedans, avant d'ouvrir le coffre, déjà, il sent l'odeur bizarre. Il ouvre le coffre, dedans, il a une malle. Et dans la malle, il ouvre la malle, et là, il y a une femme. Et là, il est choqué. Il est choqué, il dit je sais pas, qu'est-ce que c'est pas moi, comment elle s'est retrouvée là, c'est qui, qu'est-ce qui se passe? Donc bien évidemment,
On l'embarque, on lui a mis les jolis bracelets, on l'embarque, on l'accuse, on l'interroge, enfin l'interrogatoire est assez long, il essaie de prouver que c'est pas lui, etc. En même temps, ils reçoivent, enfin la police reçoit un appel ou une, comment dire, pas un courrier, mais quelqu'un qui vient au commissariat et qui signale une disparition de 2 personnes. En fait, c'est la mère, je crois, soit de cet homme, soit de cette femme, je sais plus, l'un des deux, qui signale la disparition de 2 couples. Et c'est là que je me rends compte qu'ils se connaissaient, parce qu'ils sont venus rendre visite à leurs enfants, qui sont chez la mamie. Ils sont séparés ou ils sont en cours de séparation, quelque chose comme ça. Enfin, la situation n'était pas très facile pour eux. Et donc voilà, ils sont quand même venus voir les enfants, leur rendre visite, mais ils ont plus donné aucun signe de vie depuis qu'ils sont partis. Donc ça faisait 2 ou 3 jours, je sais plus. Donc elle avait plus de nouvelles d'eux et donc elle s'est dit, bah je vais venir voir un commissariat et leur dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous pouvez aider à trouver ces personnes-là. Et donc, à ce moment-là, en fait, la femme, on la connaissait pas. À ce moment, quand la personne, elle vient déposer son avis de recherche, donc, bien évidemment, elle dit les noms de ces personnes-là. Elle dit comment s'appelle l'homme, elle dit comment s'appelle la femme. Donc, ils commencent à rassembler un petit peu les éléments, etc. Ils commencent à retrouver. Donc, ils sont sur le piste de cet homme. Et donc, ils pensent que c'est cette femme, puisqu'elle a aucun papier sur elle, puisque le sac a été égaré lorsqu'il l'a tuée. Et donc, il commence à chercher cet homme. Et au final, je crois qu'il se rend de lui-même à la... Ah non. En fait, il va voir son psychologue ou psychiatre, c'est son ami. Et donc, il va lui raconter tout, et l'autre, il va lui poser des questions, comment ça va avec ta femme, etc. Est-ce que ça s'est arrangé? Est-ce que vous allez, vous réconcilier? Est-ce que vous allez vous mettre ensemble, etc. Et lui, il dit, non, je l'ai étranglé. Et l'autre, il dit, comment ça, tu l'as étranglé? Mais oui, je l'ai étranglé. Donc, il le dit calmement, etc. Donc, l'ami psychologue, psychiatre, il commence à appeler le commissariat et dire que il s'est passé ceci, cela. Donc, il le ramène. Il l'amène au commissariat et là tout se découvre, donc ça c'est pas aussi facilement terminé pour l'autre qui est resté quand même dans la garde à vue et puis même en prison, il me semble, en attendant que on trouve les indices, les choses qui prouvent que ce n'est pas lui le tueur mais que c'est l'autre. Et donc ça a mis un certain temps pour qu'il soit relâché et qu'il soit laisser en paix, tranquillement vivre sa vie et continuer de la vivre comme il la vivait avant que ça se reproduise. Voilà, donc en fait, je pense que toutes les autres histoires, elles vont être à peu près dans le même style, sauf qu'il y en a qui sont pas aussi, on va dire, un peu glauques et mystérieuses. Il y en a qui sont un petit peu ennuyantes pour moi, et donc bon, je vais pas vous parler de toutes les histoires, mais il y en a qui sont vraiment, j'ai du mal à les terminer, ça me plaît pas trop. Donc je me dis, si c'est comme ça, je sais pas. J'avais envie de vous faire quand même cette vidéo pour que vous soyez au courant. Est-ce que je vais terminer ces 2 livres? J'en ai aucune idée. Je vais essayer de les terminer parce que j'aime pas abandonner et parce que c'est Pierre Bellemare, j'aime quand même cet auteur. Mais bon, peut-être que c'est pas le moment, je sais pas. Mais en tout cas, je vous en parle comme ça, rapidement. De toute façon, on peut pas expliquer mieux que ça, que ce sont des histoires vraies d'Interpol. Ce sont des histoires qui sont liées avec d'autres pays que la France. Et donc, on va en parler dans ces bouquins. Puis ensuite, j'aimerais rajouter quand même dans cette vidéo encore 2 livres. Donc, celui-ci, et puis un autre qui s'appelle La mère éducation de je sais plus quel auteur. Je vous mettrai ici la couverture du livre parce que... je crois que c'est un indien et le nom est un peu compliqué. Et là, c'est Robert H. Schuller. Tout est possible. Je les loue à voix haute sur ma chaîne, bien évidemment, parce que c'est un livre assez facile à lire, assez rapide. Il ne fait que 67 pages. Il est écrit en gros. C'est un livre, en fait, si vous voulez, un livre de psychologie, psychothérapie, on va dire, positive. C'est pour vous remonter le moral, pour ne pas vous dire que des choses que sont... Ça dépend en fait comment vous les présentez, comment vous pensez à ces choses-là, ils vont se présenter de la même manière dans votre avenir. C'est-à-dire que si vous êtes négatif, bien évidemment, vous allez recevoir que des ondes négatives et que les choses négatives vont arriver. Il faut savoir faire la paix avec la négativité, c'est-à-dire que si vous avez quand même eu des choses négatives, il faut essayer de relativiser
et de contourner cette situation et d'y trouver des points positifs. Donc c'est un petit peu dans ce style-là, ce livre qui vous remonte le moral et qui vous dit que tout est possible. Voilà. Donc je dirais pas plus parce que j'en dirais pas plus parce qu'il fait seulement 67 pages, donc c'est suffit déjà, je pense. La mère éducation, j'ai beaucoup aimé aussi. Ça parle un petit peu de l'éducation qui vient en fait de la mère, des parents, mais en général de la mère. Ça dépend comment ce livre-là d'ailleurs aussi, je vous ai lu en ligne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez écouter. En fait, ça dépend de tout, comment est l'éducation déjà de votre mère, en fait. Si elle était éduquée de la même manière qu'elle vous éduque et que ce n'est pas la bonne éducation, évidemment, elle vous transmet des choses pas bonnes. Donc, il faut savoir écouter l'enfant, il faut savoir l'accepter aussi tel qu'il est, il faut le respecter, il faut essayer de ne pas imposer son point de vue, mais bien expliquer que il y a des choses qui sont peut-être qu'il comprend pas, mais qui sont mauvaises pour lui, mais il faut les expliquer de telle manière de ne pas imposer votre avis, mais bien évidemment expliquer pourquoi, et peut-être que l'enfant le comprendra. Sinon, après, comme on dit, on a besoin tous de faire nos propres bosses pour comprendre que on a mal fait les choses. Si on nous explique à chaque fois, on nous donne des conseils et que nous-mêmes on n'essaie pas, on sait pas. Donc voilà, tout vient de la mère, tout vient de l'éducation pour savoir ce qu'on deviendra après à l'âge adulte. Donc voilà, ça, grosso modo, ça parle de ça. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit sur tous les bouquins que je vous ai présentés. Donc c'était Pierre Bellemare essentiellement, et puis Stephen King avec, je sais plus qu'est-ce que j'ai lu au tout début. J'ai déjà oublié, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez tous les extraits que je vais assembler dans une seule et unique vidéo que je vous mettrai bien évidemment ce point de lecture sur ma chaîne. Si vous souhaitez me laisser des commentaires concernant ces bouquins, si vous les avez lus ou si ça vous donne envie de les lire, ou si vous les avez lus ou pas lus, et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!